Ravi de vous retrouver pour le journal de l'Afrique sur France 24. Bienvenue à tous. À la une, cette victoire diplomatique pour Umaro Sissoco Embalo. La CEDEAO le reconnaît vainqueur du scrutin présidentiel de Guinée-Bissau. 4 mois après le second tour, il a jusqu'au 22 mai pour nommer son Premier ministre. La CEDEAO qui s'est réunie jeudi pour parler Covid-19, sommet extraordinaire par visioconférence, pandémie oblige. Quelle réponse prévoit l'organisation ouest-africaine? Le président de la commission, Jean-Claude Brou, est notre invité. État d'urgence prolongé en République démocratique du Congo. Le confinement rime déjà avec hausse des violences conjugales. Une prison pour ces femmes qui vivent déjà l'enfer. Illustration à Kinshasa dans ce journal. Avec cette décision, la CEDEAO espère mettre fin à 4 mois de blocage en Guinée-Bissau. Médiatrice dans le dossier, elle reconnaît Umaro Sissoco Embalo comme président du pays. La Commission nationale électorale le donnait déjà en tête du scrutin de décembre dernier. Il s'était autoproclamé, a été investi le 27 février dernier, mais sa victoire est toujours contestée par son rival, Domingos Simoes Pereira. Arrivé deuxième, il a multiplié les recours devant la Cour suprême. Les explications de notre correspondante dans la région, Sarah Sako. Dans son communiqué, l'institution régionale explique que face au blocage et après une analyse approfondie de la situation politique du pays, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé de reconnaître la victoire de Umaro Embalo. Ils lui demandent également de nommer un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement d'ici le 22 mai prochain. C'est donc une victoire diplomatique de Umaro Embalo qui a été proclamé vainqueur de la présidentielle par la Commission nationale des élections. C'était le 1er janvier dernier, mais qui a aussitôt été contesté par le parti historique du pays, le PAIGC, et son candidat Domingos Pereira. Domingos Pereira qui lui a saisi la Cour suprême, qui n'a toujours pas reconnu les résultats proclamés par la Commission nationale des élections. Alors s'achemine-t-on enfin à présent vers une sortie de crise? Rien n'est moins sûr. Le PAIGC n'a en effet pas tardé à réagir. Sur Twitter, Domingos Pereira a fait part, je cite, de sa grande tristesse de voir une institution comme la CEDEAO abandonner sa politique de tolérance zéro vis-à-vis des coups d'État et soutenir un pouvoir autoproclamé. Une décision de la CEDEAO prise alors que les chefs d'État et de gouvernement des 15 pays membres s'étaient réunis pour parler Covid-19. Un sommet extraordinaire par visioconférence pour organiser la réponse régionale face à la pandémie. Et c'est depuis Abuja au Nigeria que nous retrouvons Jean-Claude Brou, président de la commission de cette CEDEAO. Bonsoir monsieur, merci d'être l'invité de France 24. Alors avant de vous entendre sur le cœur de ce sommet qu'est la pandémie de Covid-19, je voudrais votre réaction à cette décision de la CEDEAO de reconnaître Umaro Sissoco Embalo comme président de Guinée-Bissau. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Bonsoir, merci de nous donner donc la parole. Effectivement, les chefs d'État ont décidé de reconnaître la victoire de M. Umaro Embalo Sissoco au second tour des élections présidentielles. Vous savez, en fait, la commission électorale avait déjà donné M. Embalo vainqueur. Des résultats provisoires confirmés par des résultats définitifs et à 3 reprises. En fait, ce qu'on a noté, c'est qu'il y avait une incompréhension très forte entre la Commission nationale électorale et la Cour suprême, d'une part, et aussi des incompréhensions au sein même de la Cour suprême qui l'ont littéralement paralysé et l'ont rendu incapable d'avancer sur ce dossier. Donc, on avait un blocage. Et donc, les chefs d'État ont estimé que le processus était carrément à l'arrêt et qu'il fallait aller de l'avant. Une analyse approfondie par des experts constitutionnalistes a bien fait ressortir que la décision de la Commission électorale nationale était pratiquement dans les délais et qu'en fait, on ne pouvait plus être changé et que la victoire était déjà confirmée. Donc, c'est ce que les chefs d'État ont rappelé et donc ont décidé de reconnaître la victoire de M. Embalo. Et vous lui donnez d'ailleurs jusqu'au 22 mai pour nommer un Premier ministre et un gouvernement. Alors on va parler à présent de cette pandémie de Covid-19. En 2 mots, en quoi consiste le plan régional de riposte à la pandémie proposé aujourd'hui par le président en exercice, le Nigérien Mahamadou Issoufou? Dès le début, les États au niveau individuels ont mis un certain nombre de mesures en place pour pouvoir effectivement freiner l'expansion de la pandémie. Ces mesures ont permis, il faut le dire, de limiter le développement du virus dans la région. Mais il faut aller plus loin. Nous avons beaucoup de mouvements de population le long des frontières et donc il était important qu'au-delà des mesures et des plans nationaux qui ont été mis en place, on puisse avoir une approche globale.
Bien sûr, la CEDEAO a proposé une stratégie régionale. Elle intervient en matière de formation et de fourniture donc d'équipements médicaux, des tests. Les chefs d'État ont proposé que le président Muhammadu Buhari, le président de la République fédérale du Nigeria, soit le champion régional de la lutte contre le Covid au sein de la CEDEAO. Cette réponse régionale, elle passe aussi par la généralisation de l'utilisation de la chloroquine, cette substance controversée, utilisée par de nombreux États africains notamment, alors même que l'efficacité n'est pas prouvée et alors même que l'OMS est sceptique. Ce qu'on a au niveau de l'Organisation ouest africaine de la santé, notre organe chargé donc de la gestion de la crise sanitaire au niveau de la région. Bon, bien sûr, nous avons même donné de la chloroquine aux différents pays, nous avons fait donc des dons. Mais ce qui est important, c'est que c'est un produit qui doit s'administrer sous surveillance médicale. Donc, il est laissé à la décision du médecin traitant, donc la décision sur l'opportunité d'utiliser ou non la chloroquine. Rapidement, l'un des dommages collatéraux de cette pandémie, c'est le risque d'aggravation de la famine dans le monde. En première ligne, l'Afrique et notamment l'Afrique de l'Ouest. Comment votre organisation s'y prépare ? Vous savez que la crise du Covid a un impact économique, financier et social très fort dans la région. La plupart de nos produits d'exportation subissent le contre-coup donc de la baisse des prix. Le pétrole, le cacao, le coton, le fer ont vu les plus fortement chuter et donc ça impacte l'activité économique, les ressources financières sont en baisse. Ce que les chefs d'État ont décidé, c'est d'accompagner cette situation au niveau de la région en demandant aux banques centrales d'intervenir de manière plus forte pour accompagner le secteur productif à travers un appui vers le secteur bancaire, vers la microfinance pour accompagner le secteur informel. Et puis aussi de travailler avec l'Union africaine pour obtenir donc des annulations de dettes publiques et une restructuration de la dette privée, parce qu'il est nécessaire dans cette situation que les États aient de l'espace fiscal, c'est-à-dire des marges de manœuvre, pour faire face à ces dépenses qui sont en forte hausse, alors même que les ressources sont en baisse du fait que les prix ont baissé, l'activité économique a fortement baissé, même dans les différents pays. Merci beaucoup. On s'attend à une baisse de la croissance de pratiquement 50%, c'est-à-dire de 3,6 à 2% dans la région, dans tous les pays. Merci beaucoup Jean-Claude Brou, président de la commission de la CEDEAO. Et pardonnez-moi, mais nous sommes malheureusement pris par le temps. Merci d'avoir été l'invité de France 24. Un des pays membres de cette CEDEAO, la Côte d'Ivoire, a rendu le port du masque obligatoire. Et 2 semaines après l'instauration de la mesure, la police veille au grain. Prévention et sensibilisation avant toute répression. C'est Lomé-Saké. Tout le monde est obligé de mettre le cache-nez. Boire son thé dans la rue, c'est désormais interdit par la loi. Pour se protéger du virus, le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics. Ces policiers patrouillent dans les rues d'Abidjan pour faire respecter cette nouvelle règle, mais surtout expliquer aux habitants les raisons de sa mise en place. La télévision, c'est des images, et c'est des images souvent qui nous viennent de loin. Et souvent, les populations de notre zone, en majorité des artisans et des commerçants qui sont dans les lieux de travail, n'ont pas souvent accès à la télévision. Donc nous faisons du porte-à-porte et pour porter le message au plus près. Leur plus grand défi, convaincre les Ivoiriens de la réalité mortelle du Covid-19. Un mythe persiste, le coronavirus ne toucherait pas les pays africains. On dit ça tue. À jamais ici, on n'a pas encore entendu quelqu'un est mort. Oui, à jamais ici, on n'a pas encore entendu quelqu'un est mort de corona. Donc, on ne sait pas si ça existe vraiment. En Côte d'Ivoire, difficile d'imposer un confinement strict. Le travail à domicile est inenvisageable pour une grande partie des activités. Le gouvernement mise donc sur une limitation des contacts. Les écoles sont fermées, tout comme les lieux de culte et une grande partie des magasins. Et un port du masque recommandé aussi en Afrique du Sud par Cyril Ramaphosa. Jeudi soir, le président s'est exprimé. Il annonce un assouplissement progressif du confinement. À partir du 1er mai, le pays présente un des confinements les plus stricts du continent. Les rassemblements publics, les événements sportifs et culturels resteront pour l'heure interdits. C'est un effet collatéral du confinement dont les femmes sont les premières victimes. Les violences conjugales en République démocratique du Congo, par exemple, elles ont augmenté ces dernières semaines. Cantonnées pour beaucoup aux tâches domestiques, nombreuses doivent donc aussi subir les coups de leur mari. Reportage à Kinshasa, signé Clément Bonnereau et Juliette Dubois.
Chaque matin depuis un mois, c'est une course contre la montre pour maman Tété. Elle se lève avant 6 heures et le travail ne manque pas à la maison. J'arrange mon salon, j'arrange ma cuisine. Dès que c'est déjà 8 heures, je peux réveiller les enfants comme ils sont encore à la maison. Il n'y a pas l'école à cause des confinements. Comme de nombreuses femmes en RDC, maman Tété assure seule la quasi-totalité des tâches domestiques, auxquelles s'ajoute désormais la charge des enfants à plein temps. Une responsabilité difficile à assumer, car faute de temps, maman Tété n'arrive plus à jongler entre son travail à la maison et son activité de vendeuse à domicile. Comme il y a confinement, les gens ne travaillent pas bien. Donc, il n'y a pas moyen de faire tous ces commerces-là. Il n'y a pas moyen de se déplacer. On est coincé à la maison. Pour certaines femmes, le confinement peut aussi tourner au cauchemar. Sylvie, qui a souhaité rester anonyme, subit les violences de son mari depuis 10 ans. Il m'a fait ça avec un rasoir. Et là, c'était avec une bouteille de bière. Avec la proclamation de l'état d'urgence le mois dernier, la situation s'est aggravée. Elle se retrouve enfermée toute la journée avec son agresseur. Avant, au moins, il pouvait sortir. Mais depuis que le confinement a commencé, il est toujours à la maison. Alors il me bat et il me viole encore plus souvent. Sa seule distraction, c'est mon corps. Et si je refuse, il me menace avec la machette. En RDC, la situation des femmes pendant l'état d'urgence inquiète. La députée Christelle Vouanga dénonce notamment la hausse des violences sur les mineurs. L'état d'urgence est certes sanitaire, mais la justice reste et les infractions restent. Lorsqu'on viole, lorsqu'on frappe, ce n'est pas un pardon d'office. Alors les magistrats ne doivent pas banaliser les actes de violence, même si nous sommes pendant un état d'urgence. Malgré l'inquiétude des associations, le Parlement congolais a approuvé la prolongation de l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 15 jours. Nombreux sont les artistes du continent à marteler via leurs clips et leurs chansons les gestes de prévention. La béninoise Angélique Kidjo a repris pour l'UNICEF Pata Pata, ce succès de la sud-africaine Myriam Makeba. C'était en 1967. Pata Pata ou Touche Touche dans plusieurs langues d'Afrique du Sud a été revisité forcément pour l'occasion. Le refrain lancinant invite désormais à prendre ses distances. On se quitte sur ces images. Merci aux équipes de la rédaction et de la régie qui, pendant cette période, continuent à vous informer. Prenez soin de vous, restez chez vous. À regarder bien sûr France 24 et France24.com.